Le forum Diaspora for Growth, un forum pour inviter les Ivoiriens vivant à l'extérieur à investir en Côte d'Ivoire, s'est ouvert hier lundi à l'hôtel Ivoire en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Lutte contre le phénomène d'enlèvement des enfants, une réunion s'est tenue au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour des propositions de solutions. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons par cette déclaration de la présidence de la République. Le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Amadou Gon, a fait une importante déclaration en fin de matinée à la présidence de la République au plateau. Je vous propose de l'écouter. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 3 février 2015 à la nomination de M. Mamadou Koné, magistrat hors hiérarchie, groupe A échelon unique, précédemment président de la Cour suprême, en qualité de président du Conseil constitutionnel. Cette nomination est consécutive à la démission du professeur Francis Vanga Robin Vaudier de la présidence de cette institution. Le président de la République adresse ses remerciements au professeur Francis Vanga Robin Vaudier pour son action à la tête du Conseil constitutionnel. Le président de la République a également procédé à la nomination de M. René François Afin Kwasi, magistrat hors hiérarchie, groupe A échelon unique, précédemment président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en qualité de président de la Cour suprême, en remplacement de M. Mamadou Koné, fait à Abidjan le 3 février 2015. Je vous remercie. Nous vous le disions dans nos titres, le forum Diaspora for Growth, un forum pour inviter les Ivoiriens vivant à l'extérieur à investir en Côte d'Ivoire, s'est ouvert hier lundi à l'hôtel Ivoire en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le thème de cette deuxième édition, la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Sidonie Waka Davila. La diaspora constitue un potentiel inestimable en termes d'expertise diverses. C'est l'une des raisons qui motive de plus en plus les autorités ivoiriennes à se tourner vers cette nouvelle manne. La participation de la diaspora ivoirienne dans l'économie du pays se compte en milliards de francs CFA. Plus de 9,5 milliards d'intentions de projets ont été enregistrées à la dernière édition du forum Diaspora for Growth. Cette seconde édition s'appuie sur les évolutions récentes très nombreuses du pays en termes d'attrait des capitaux et d'accroissement de l'investissement privé. Il apparaît important de multiplier, à nos sens, les sources nécessaires pour capter les ressources tant financières et humaines dont le pays a besoin pour mettre en œuvre les actions inscrites au plan national de développement. Les statistiques de la Banque mondiale indiquent que les flux de transfert de la diaspora ivoirienne en direction de la Côte d'Ivoire sont passés de 161 milliards en 2012 à 186 milliards de francs CFA en 2013. Le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur marque son intérêt pour ces échanges économiques. Je me réjouis de votre détermination à explorer avec nous toutes les possibilités et à saisir toutes les opportunités que vous offre la Côte d'Ivoire. Il y a lieu de se féliciter que les études menées pour la constitution d'un fonds d'investissement tel que souhaité par la diaspora soient terminées. Il reste maintenant à franchir le pas. Si nous voulons que la communauté ivoirienne établie à l'étranger puisse se mobiliser effectivement pour la création de petites et moyennes entreprises compétitives. La diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence est le thème de cette deuxième édition. Le Premier ministre veut retenir deux aspects importants. La mobilisation du capital humain de la diaspora et les mécanismes de facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur. Concernant la mobilisation du capital humain de la diaspora, le gouvernement est conscient que les politiques de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, demeurent une réelle préoccupation.
C'est pourquoi la politique de diversification de notre économie, engagée par le gouvernement, et le développement du rôle du secteur privé contribueront à promouvoir la demande de personnel qualifié et améliorer la situation de l'emploi. S'agissant de la facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur, le gouvernement a défini une politique adéquate et des mécanismes appropriés de financement de vos projets d'investissement. Dans ce sens, un dialogue permanent a été établi avec le secteur financier afin de permettre l'accès des PME au financement. Diaspora for Growth ou Diaspora pour la croissance se veut le carrefour des investisseurs ivoiriens. Le gouvernement invite chacun à prendre sa place à la fois comme acteur et comme bénéficiaire de cet ambitieux programme. 1250 participants prennent part à cette deuxième édition. Certains ont bien voulu donner leur avis sur ce forum. Ce genre de forum, ce qui me paraît, positif, c'est que ça va nous permettre de nous regrouper. Ça va nous permettre de nous connaître. Parce que nous qui sommes à l'étranger, on ne se connaît pas. Ça va nous permettre de faire des propositions, parce qu'on en a plein de propositions. Ce que les autorités ivoiriennes doivent faire pour nous, c'est d'ouvrir des lignes de crédit pouvant nous permettre de réaliser nos projets. C'est ça l'accompagnement. Si nous sommes là, ici en Côte d'Ivoire, c'est pour apporter un peu de ce que nous connaissons à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans le domaine de la sécurisation des taxis d'abord, que nous avons pris par exemple. Nous avons essayé de contacter des compagnies avec lesquelles on a décidé comment sécuriser les passagers et les propriétaires de taxis et même les chauffeurs de taxi. Donc c'est dans ce domaine-là que nous sommes là pour investir ici en Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne, en plus de la connaissance du terrain administratif américain, j'apporte l'expertise en matière de prise en compte, des personnes handicapées. J'ai une expérience de plus de 15 ans là-dedans et je continue d'apporter cette expertise à la Côte d'Ivoire et avec, les échanges que nous allons avoir et surtout l'État qui s'implique de façon effective dans tout ce que nous soumettons comme préoccupation, je pense que ça serait un élément qu'on pourrait retenir en ce qui concerne la contribution de la diaspora. Je pense que les 2 tiers des membres sont prêts à revenir dans ce pays. Parce que, vous savez, l'aventure, c'est bien, mais le retour est difficile. C'est un gros piège. Nous partons tout contents après des années. Moi, j'ai plus de 20 ans là-bas. Après des années, vous vous rendez compte que vous voulez rentrer. Et en plus de ça, vous ne vous sentez pas trop intégré à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on est entre 2 chaises, on ne sait pas si on est en Europe, si on est en Afrique. Donc, moi, je pense que, contrairement, nous sommes partis à l'âge de 25 ans. Il faut qu'on revienne pour ici partager ensemble les alocaux et les beignets. Nous proposons ce communiqué avant de poursuivre cette édition. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, porte à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement des élèves commissaires, officiers et sous-officiers de police session 2014 que les listes des candidats autorisés à concourir seront disponibles demain, mercredi 4 février 2015 et peuvent être consultés à l'École nationale de police 6 à Cocody, route de Bingeville. Également sur le site internet de la police nationale www.enp.com-ci. Les réclamations sont reçues du lundi 9 au mercredi 11 février 2015 au bureau concours 6 à l'école nationale de police. Les dates des épreuves écrites et les centres seront communiqués ultérieurement. Le phénomène d'enlèvement des enfants préoccupe les autorités ivoiriennes. Le ministre auprès du président de la République chargé de la défense, Paul Kofi Kofi, annonce des mesures mises en place par le gouvernement. Alexis Ouedraogo. Enlèvement d'enfants en Côte d'Ivoire, le phénomène suscite la psychose au sein des populations. Pour lutter efficacement contre ce fléau, le gouvernement a pris les mesures suivantes. La mise en place d'une cellule spéciale de coordination des enquêtes en vue de cerner le phénomène sous tous ses angles. La mise en place d'une unité spéciale composée de 1500 hommes. L'accroissement de la vigilance autour des écoles.
des forêts et des plans d'eau, la sensibilisation des populations, la mobilisation des équipes de renseignement, la mise en place de numéros verts que je rappelle, le 116, c'est pour le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, les 110, 111 et 170 pour la police nationale, le 145 pour la gendarmerie nationale. La forêt du Banco est rendue inaccessible depuis le 29 janvier 2015 par la gendarmerie nationale. Près de 550 cybercafés non autorisés ont été fermés par la gendarmerie nationale sur l'ensemble du territoire. Selon le ministre Paul Kofi, les enquêtes se poursuivent pour mieux comprendre ce phénomène. Plusieurs thèses sont d'ailleurs avancées, dont les principales sont la cybercriminalité, la filière des crimes rituels, les besoins d'organes humains, l'enrichissement rapide, les réseaux criminels, etc. Anne-Désirée Oloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a quant à elle exhorté les populations à fédérer les énergies pour l'éradication totale de ce mal. Et toujours par rapport à la lutte contre le phénomène d'enlèvement des enfants, une réunion s'est tenue au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour des propositions de solutions. Maïsako. Selon des chiffres officiels, une vingtaine d'enfants ont été enlevés et tués en l'espace d'un mois en Côte d'Ivoire. Les enlèvements d'enfants qui ne cessent de défrayer la chronique préoccupent au plus haut point le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. À côté des initiatives d'ordre sécuritaire prises par le gouvernement, il a décidé de mobiliser tous les acteurs de la société autour de la lutte contre cette pratique. Nous avons ici tous les ministères techniques concernés, l'Éducation nationale, la justice, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur également, qui ont des représentants avec nous et qui travaillent donc à cette sensibilisation. À cela, nous avons la société civile. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour lancer un appel aux parents, aux femmes, afin que nous puissions prendre nos responsabilités en tant que parents pour être de véritables partenaires de l'État en matière de protection de l'enfant, n'est-ce pas, et faire en sorte que jamais nos enfants ne soient laissés seuls. Le ministre Anne-Désirée Oloto envisage d'organiser dans les prochains jours une table ronde qui verra la participation d'experts pour mieux comprendre les enlèvements d'enfants, mais aussi pour affiner la stratégie de son ministère en vue d'éradiquer ce phénomène. Rendons-nous maintenant à Dimbokro, une ville qui a connu beaucoup de martyrs dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Entre autres martyrs, Koné Samba Ambroise. Hommage est rendu aujourd'hui à ces martyrs. Jeanne Atoubé. Une longue procession au son de la fanfare, destination le cimetière municipal. Les autorités administratives et politiques locales déposent une gerbe de fleurs en mémoire des martyrs de Dimbokro. Acte de reconnaissance à tous ces hommes et femmes qui ont payé de leur vie leur engagement dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une nation, c'est d'abord se souvenir de ce qui s'est passé, pour voir ce qui est positif et aussi tirer les leçons de ce qui est négatif et ensuite construire le présent qui conditionne le futur. Donc je pense que c'est un devoir de mémoire à saluer et surtout à perpétuer. Que les morts ne sont pas morts, qui sont là, et il faudrait porter un regard sur ces illustres personnes, ces pionniers, ceux qui ont fait cette Côte d'Ivoire. C'était le 30 janvier 1950, un jour sombre pour les populations de Dimbokro, théâtre d'une sanglante répression menée par le colon contre les indépendantistes. À la tête de ceux-ci, Koné Samba Ambroise, le plus illustre des martyrs de Dimbokro, fer de lance de la lutte d'émancipation. Plus de 64 ans après, souvenir, Dimbokro reste l'un des symboles de l'histoire de l'émancipation de la Côte d'Ivoire et de son accession à la souveraineté nationale. Il s'agit pour nous de rendre vivace le souvenir de ces personnes disparues et de susciter notre prise de conscience dans la marche vers la liberté et le développement durable. Pour ce que Dimbokro représente dans l'histoire glorieuse de la Côte d'Ivoire, son cimetière municipal où reposent les martyrs a été réhabilité. Les autorités municipales proposent son inscription
au patrimoine national et plus tard à celui de l'UNESCO. Le maire de la commune de Ouragayo, Pierre Dakouri-Tablé, a initié une journée dédiée à la cohésion sociale, au vivre ensemble et au développement. Invité de cette journée, le président du conseil régional du GO, Joachim Djedje Bagnon, Thérèse Tapeyoboué. Cette cérémonie dédiée à la cohésion sociale a rassemblé autour de l'initiateur les élus locaux du département de Gagnoa, les communautés autochtones, allochtones, allogènes et celles de la CEDEAO vivant dans la commune et dans les sous-préfectures de Ouragayo-Bayota. Ils se sont tous félicités de cette initiative du maire, démontrant ainsi que tous travaillent de concert pour un même objectif, le développement de la commune. Le maire a appelé à cette occasion à l'union de tous les fils et filles de Ouragayo. Il les a invités à mettre fin aux conflits inutiles qui retardent. Pour Pierre Dakouri-Tablé, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme des femmes et des jeunes. Répondant aux préoccupations des populations relatives à l'insécurité galopante et aux problèmes de développement, l'invité spécial de la cérémonie, Joachim Djedje Bagnon, président du conseil régional du GO, a rassuré les populations quant à la prochaine visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région. Une visite qui va aider à résorber toutes ces difficultés. Il a ensuite octroyé un prêt d'une valeur d'1 million de francs CFA à 25 femmes par le biais de la structure mutualisée, la régionale, pour des activités génératrices de revenus. La Côte d'Ivoire et le groupe américain de l'informatique Microsoft ont signé un protocole d'accord. C'était aux États-Unis d'Amérique. La Côte d'Ivoire était représentée par le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné. Je connais Ali Diarasouba, Alexis Ouedraogo. Ce protocole d'accord signé entre Microsoft, le géant américain de l'informatique, et l'État ivoirien porte sur 3 domaines précis: l'éducation, l'emploi jeune et la gouvernance électronique dans l'administration ivoirienne. Le premier, la gouvernance électronique, pour que toute l'administration électronique travaille avec encore une plus grande efficacité et transparence rapidement au service des citoyens. La seconde qui concerne l'éducation, 73% je crois de la population qui est très jeune, qui va pouvoir avec notre partenariat utiliser des solutions de cloud dans le domaine de l'éducation à distance pour pouvoir profiter où qu'il soit dans le pays de formation de niveau supérieur. Et le troisième volet qui concerne l'employabilité, la qualité, l'innovation en aidant de jeunes ingénieurs, entrepreneurs ivoiriens à créer leur propre peut-être start-up. Nous repartons très satisfaits. Il s'agit de faire en sorte que notre pays, la Côte d'Ivoire, profite de ces avancées très importantes que notre monde a connues avec les TIC et que notre monde a connues avec Microsoft. La délégation ivoirienne a également visité le centre de lutte contre la cybercriminalité de Microsoft, l'Envison Link Center, qui héberge les innovations futures, et enfin le Data Center, ou le cœur de l'intelligence technologique du géant. Toutes ces visites étaient à la faveur de Microsoft Executive Briefing, dédié à la Côte d'Ivoire, une initiative annuelle de Microsoft en vue de présenter ses produits, offres et solutions informatiques à ses partenaires et clients potentiels. Et nous revenons en Côte d'Ivoire. Fin à Yamoussoukro du colloque international sur le développement des compétences pour la transformation économique de l'Afrique. L'exemple des secteurs de la construction, du génie, des mines et l'électricité. Les participants souhaitent une collaboration dans les programmes de l'enseignement supérieur de leurs pays respectifs. Kader Sogodogo, RTI Boaké. 10 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord s'inscrivent dans le développement des compétences pour une transformation économique avec un accent particulier dans les secteurs de la construction, du génie civil, des mines et de l'électricité. Des défis à relever au niveau des systèmes d'enseignement supérieur de leurs différents pays, notamment l'inadéquation des programmes de formation, l'insuffisance d'infrastructures et des équipements, une implication insuffisante du secteur privé, le manque de financement et la faiblesse
cadre de collaboration inter-État dans le développement des compétences. Défis qui doivent être relevés pour l'avenir de l'Afrique. Les pays participants, par la voix du ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, s'y engagent et souhaitent la création d'un cadre de collaboration avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Les participants au colloque ont bien perçu l'urgence de moderniser les systèmes éducatifs et de formation afin de lutter efficacement contre le chômage des jeunes, un véritable obstacle au développement économique et à la paix sociale. Cette question doit mobiliser toute notre énergie et susciter un vaste consensus sur les solutions et les réformes associées. Je voudrais demander à l'UEMOA et à la Banque mondiale de mettre en place un cadre de travail avec les différents ministères, organismes concernés, afin d'aboutir assez rapidement à un programme régional cohérent de modernisation de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans nos pays. La Banque mondiale se tient aux côtés des pays participants pour accentuer le processus. Les discussions qui ont eu lieu pendant cette colloque démontrent, comme le ministre a dit, la volonté du gouvernement et surtout sous notre volonté en tant qu'institution de développement de les accompagner, d'avoir les compétences de qualité, de transformer les économies africaines. Après 48 heures de travaux, les participants au colloque de Yamoussoukro ont regagné leurs pays respectifs avec un vœu, celui d'une Afrique qui se développe avec ses compétences. La région de Gbeke a produit une importante quantité de noix de cajou, production estimée à plus de 1000 tonnes. Les concessionnaires ont récompensé les producteurs partenaires de la région. Charles Tatou, RTI Boaké. Les concessionnaires de noix de cajou sont satisfaits des chiffres d'affaires réalisés dans la région de Gbeke. Plus de 10 000 tonnes de cajou achetées au titre de la campagne 2013-2014 proviennent de Boaké et des localités qui l'entourent. Ces résultats leur ont permis d'octroyer une ristourne de plus de 92 millions de francs CFA distribués aux producteurs. Cette rencontre marque donc la célébration des bons résultats de la campagne agricole écoulée. Les meilleurs villages partenaires, les meilleurs comités et les meilleurs producteurs de la région ont été récompensés. Lauréat des producteurs, Koné Ousmane, issu de Marabagassa, a produit plus de 14 tonnes de cajou. En plus du matériel agricole, il a reçu un poste téléviseur, un diplôme d'honneur et d'autres lots. Les concessionnaires de noix de cajou ont 3 bases en Côte d'Ivoire, Bondoukou, Dimokro et Boaké. Ils ambitionnent d'étendre la certification qu'ils ont à Bondoukou sur Boaké. Tout à fait autre chose, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, a présenté les grands défis de la Côte d'Ivoire en matière de développement. Et c'était au cours d'une rencontre bilan des activités et du ministère. Témoin, Michel Digré. Je constate avec satisfaction que les principaux objectifs que je vous ai assignés ont été atteints. Le ministre Albert Mabry-Touakeus peut être fier de ses collaborateurs au regard du travail abattu en 2014. Ils ont entre autres porté à bout de bras le 4e recensement général de la population et de l'habitat. Ils se sont distingués dans la production de statistiques qui permettent au pays de disposer de données actualisées nécessaires à la bonne conduite de l'action gouvernementale. Les différentes structures ont exécuté avec efficacité leurs activités destinées à améliorer les conditions de vie des populations et à consolider la cohésion sociale. Tous ces résultats et bien d'autres ont été rendus possibles grâce à votre clairvoyance, vos qualités managériales. Mais pour l'année 2015, des défis majeurs restent à relever. 2015 doit donc être consacré à la finalisation des grands chantiers inscrits dans le PND 2012-2015. À cet effet, je vous engage à achever toutes les activités en cours, notamment l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 pour fin février 2015. La mise en place d'un mécanisme de veille stratégique immédiatement après l'achèvement de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040.
Albert Mabritois-Keus a rendu hommage aux différents partenaires au développement dont les contributions ont permis au ministère du Plan d'atteindre ses objectifs. Autre sujet dans cette édition, les directions régionales et départementales de la promotion de la jeunesse et des sports et loisirs de Gagnoa ont organisé un parcours de santé au profit des populations de cette localité. Et cela dans le cadre du lancement de leurs activités. On en parle avec Chantal Eouma à Kandan. Diverses composantes de couches socio-professionnelles de la ville de Gagnoa se sont retrouvées à la préfecture en vue de participer à un parcours de santé. Initié par la direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Les participants, après un parcours de près de 3 km à travers les principales artères de la ville, se sont retrouvés au centre culturel de Gagnoa. Là, ils ont pratiqué une séance de fitness doublée de sensibilisation sur les bienfaits du sport. Cette action était animée par un infirmier du CHR. Le technicien de la santé a expliqué aux participants qu'en pratiquant régulièrement les activités physiques, on s'évite les maladies cardiovasculaires, l'obésité et le stress. Expliquant que le parcours de santé vise à favoriser le bien-être et l'épanouissement des personnes par le sport, le directeur régional de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, Marcelin Anassé Ncho, au nom du ministre Alain Lobognon, exprimer sa gratitude à tous les participants qui ont honoré de leur présence cette manifestation sportive. Il a indiqué que le parcours de santé vise à favoriser le bien-être et l'épanouissement des personnes par le sport. Avant de prendre rendez-vous avec les Gagnoalais pour chaque samedi, des participants ont salué cette belle initiative, promettant de tout mettre en œuvre pour que cela soit une réussite à Gagnoa. Hier, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des zones humides. Occasion pour les spécialistes des questions environnementales de faire un plaidoyer pour une gestion durable des zones humides. Adresse Grace Kando, Les zones humides sont des étendues d'eau permanente ou temporaire où l'eau est stagnante ou courante, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas 6 mètres. Chaque année, le 2 février est consacré à la sensibilisation du grand public sur les zones humides. Occasion aussi de commémorer l'anniversaire de la signature de convention de Ramsar en Iran, comprenant 157 qui sont des niches, non seulement écologiques, d'importance économique, culturelle, scientifique et surtout récréative pour nos populations. Les zones humides sont d'une importance capitale pour les populations et pour une gestion durable de ces zones, l'implication des pouvoirs publics est souhaitée. Les zones humides sont des zones qui sont délaissées. Et c'était un reportage d'Adrienne Grace Kando. L'église adventiste du 7e jour de Côte d'Ivoire a 8 nouveaux pasteurs. L'événement a été célébré à l'église adventiste de Côte d'Ivoire à section Yopougon et Rigoré. Ils sont au nombre de 8, dotés de talent et d'aptitudes. Ils viennent d'être consacrés pasteurs après une rigoureuse formation au grand séminaire, suivi de la pratique en tant que pasteur autorisé. Des étapes qui ont duré au moins 5 années. Aujourd'hui, ils sont aguerris et prêts à servir le Seigneur. Ils font désormais partie des dignes représentants de Jésus-Christ dans l'église adventiste du 7e jour. Les dévanciers n'ont pas manqué de leur donner des conseils pour qu'ils accomplissent la mission selon les principes divins. Il est question de se mettre au service de la population, être une bénédiction pour la communauté, être une bénédiction pour la nation ivoirienne, afin que la bénédiction que Dieu a promise se vive. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la philosophie. Dieu a dit qu'il va bénir la terre. Un message qui a tout son sens chez ces nouveaux appelés. Ils entendent accomplir l'œuvre de Dieu selon les règlements établis. Nous allons aller à la conquête du monde. Vous savez, aujourd'hui, la morale et les valeurs sont en train de foutre le camp à une vitesse vraiment vertigineuse. C'est le rôle de pasteur d'amener les hommes à prendre conscience qu'il y a un Dieu là-haut qui jugera les actions de chaque personne, quel que soit son rang social. Ces nouveaux pasteurs de l'église adventiste du 7e jour sont donc autorisés par l'église à remplir les fonctions régaliennes de pasteurs.
Et nous revenons sur cette déclaration de la présidence de la République. Le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Amadou Gon, a fait une importante déclaration en fin de matinée à la présidence de la République au plateau. Nous revenons donc sur cette déclaration. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 3 février 2015 à la nomination de M. Mamadou Koné, magistrat hors hiérarchie, groupe A échelon unique, précédemment président de la Cour suprême, en qualité de président du Conseil constitutionnel. Cette nomination est consécutive à la démission du professeur Francis Vanga Robin Vaudier de la présidence de cette institution. Le président de la République adresse ses remerciements au professeur Francis Vanga Robin Vaudier pour son action à la tête du Conseil constitutionnel. Le président de la République a également procédé à la nomination de M. René François Afin Kwasi, magistrat hors hiérarchie, groupe A échelon unique, précédemment président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en qualité de président de la Cour suprême, en remplacement de M. Mamadou Koné, fait à Abidjan le 3 février 2015. Je vous remercie. Et cette déclaration met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.